Bonjour, donc je vais commenter un petit peu cette méthodologie de la dissertation que vous avez pu trouver, je l'espère, sur l'ENT, dans la page de votre classe, hein, je crois que ça s'appelle blog, donc c'est l'espace de votre classe. Ce sont 5 photos que j'ai prises d'une méthodologie de la dissertation, hein, que j'ai utilisée. C'est une publication que j'avais faite il y a quelques années sur un programme de prépa scientifique. Donc j'avais pondu cette petite présentation de la méthodologie de la dissertation. Donc je l'ai photocopié, enfin je l'ai photographié, ça fait 5 photos pour le mettre sur l'ENT, pour que vous puissiez le consulter. Ça ne nous empêchera pas évidemment de le reprendre ensemble en classe. Je crois que là où nous en étions restés, j'avais fait un petit peu la liste des différentes étapes du travail de dissertation. Donc vous retrouverez un petit peu cela ici, hein, avec une évaluation du temps qu'on va consacrer à chaque étape. Alors c'est une évaluation qui est tout à fait souple, hein, qui va dépendre bien sûr de chacun et qui va dépendre aussi du temps que vous avez pour faire votre dissertation, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais vous avez toutes ces étapes: analyse du sujet, plan sommaire avec 3 grandes parties, recherche des matériaux, plan détaillé, rédiger l'introduction au brouillon, faire la rédaction ensuite, et puis relire. Bon, vous y avez également rédigé la conclusion au brouillon, enfin ça c'est un peu dans le meilleur des cas, si on a le temps pour peaufiner sa conclusion, mais au pire on l'a fait dans la foulée, c'est pas grave. Par contre l'introduction, j'avais dû vous le dire, c'est très important de la faire au brouillon, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va commencer par vous juger tout de suite dès la première lecture. Alors, donc il va falloir être un peu souple et s'adapter, passer par toutes ces étapes du travail, ne pas anticiper, ne pas brûler des étapes. Ça demande de la maîtrise parce qu'on a envie de vite commencer à écrire, on a peur de la feuille blanche, de la copie blanche. Mais il faut quand même en passer par ce travail préparatoire. Donc la première étape, c'était l'analyse du sujet. Donc vous verrez un petit peu, vous lirez cette méthodologie où j'insiste sur le fait que tous les mots peuvent être importants. Il y a évidemment le mot thème. Alors cette année, c'est l'enfance ou l'enfant, que vous avez tous les moyens d'analyser, bien évidemment. Ensuite, vous avez souvent un mot qui est mis en relation avec le mot thème. Ça peut être par exemple l'éducation ou l'imagination. Enfin, voilà. Donc le sujet va s'orienter vers une confrontation entre le mot thème et puis un autre concept. Et puis il y a la formulation du sujet, la manière dont il est tourné, la question qui est posée, la citation ou la question qui est posée. Et chaque mot peut avoir son importance. Alors, avec certaines classes, je crois avoir pris comme exemple un sujet qui n'est pas du tout sur l'enfance, mais que j'avais donné l'année où on avait la parole au programme. C'était « Peut-on parler pour ne rien dire ?» Donc parler, c'était le mot thème, hein, la parole, qu'on retrouvait dans dire, qui entrait en écho avec parler, mais qui n'avait pas tout à fait le même sens. Le peut-on, alors c'était une question, c'était pas un sujet citation, c'est un sujet question. Donc peut-on, qui peut avoir le sens de a-t-on le droit, ou a-t-on la possibilité, la capacité, a-t-on le droit légal, a-t-on le droit légitime. Puis ensuite, une fois qu'on a distingué les différents sens du peut-on, on se dit, est-ce que c'est valable pour mon sujet? A-t-on la capacité de parler pour ne rien dire, ou la possibilité de parler pour ne rien dire? Ça a un sens de poser la question sous la forme de la possibilité. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que la parole? Et si on définit ce qu'est la parole, c'est l'utilisation d'un moyen qui est le langage pour dire quelque chose de personnel. C'est l'utilisation individuelle de cet outil qu'est le langage pour s'exprimer et communiquer. Donc, qu'est-ce que le langage? Eh bien, c'est un système de signes. Qu'est-ce qu'un signe? C'est un rapport entre un signifiant, le mot, et un signifié, le sens. Donc, chaque fois qu'on parle, on utilise le langage, donc des signifiants qui disent des signifiés, et par conséquent, on dit quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut parler sans rien dire? Déjà, ça paraît compliqué, ça paraît impossible sur le plan de la définition du verbe parler. Si on prend, peut-on parler pour ne rien dire, dans le sens de, a-t-on le droit légal? Bon, on a des lois qui limitent la liberté d'expression dans certains cas, mais c'est pas quand on parle pour ne rien dire, c'est plutôt quand on parle pour dire quelque chose qui va ne pas être considéré comme politiquement correct, ou qui va être de la diffamation, ou un appel à la violence, ou à la haine, ou discriminatoire.
Mais c'est pas parler pour ne rien dire, c'est parler pour dire quelque chose qui va être considéré comme inacceptable. Bon, qu'on ait raison ou pas de limiter la liberté d'expression, c'est un autre sujet, mais en tout cas, la limitation de la liberté d'expression ne se fait pas sur le critère parler pour ne rien dire. En ce qui concerne le droit, a-t-on le droit légitime, non plus légal mais légitime, de parler pour ne rien dire? Alors, en quoi est-ce qu'on pourrait considérer comme non moral de parler pour ne rien dire? Peut-être est-ce une perte de temps, peut-être est-ce du bavardage, peut-être est-ce une faute par rapport à l'exigence de sens de la parole? Mais on voit pas bien le sens que ça pourrait avoir quand même. C'est pas une question pertinente. Donc pour cette question particulière, le sens du peut-on comme a-t-on le droit, légal ou légitime, on peut l'évacuer. Et ne garder que a-t-on la possibilité de parler pour ne rien dire. Et ça va se jouer la réponse sur le sens, bien sûr, de parler et de dire. Bon, ça, on a analysé le mot qui questionne, hein, le peut-on. On a analysé le verbe parler, le mot thème, dire. Mais finalement, le sens de cette question va reposer sur des petits mots que l'on ne fait pas attention. Parler pour ne rien dire. Et le ne rien et le pour sont des mots très importants. D'abord le pour. Qu'est-ce que ça veut dire pour? Ça veut dire dans le but. Alors si je traduis pour par dans le but, parler dans le but de ne rien dire. Là, déjà on voit le paradoxe. Parce que si le but poursuivi c'est de ne rien dire, la meilleure façon de l'atteindre, c'est de ne pas parler. Bon, donc déjà on trouve absurde le fait de parler pour ne rien dire. Par contre, en réfléchissant un peu plus, on peut se dire que parler pour ne rien dire, ça peut être aussi une façon de ne pas dire en disant trop. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour meubler le silence ou pour éviter de dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent par pudeur, va plaisanter, parler de la pluie, du beau temps, meubler la discussion, pas pour dire quelque chose, mais pour éviter justement de dire. Donc, finalement, ça peut avoir du sens, même si à première vue, ça paraissait surprenant et paradoxal. Il y a un autre sens du pour. Effectivement, quand je dis tu as fait tout ça pour rien. Imaginons que vous travaillez pendant 2 ans à préparer vos concours, vous travaillez dur, vous faites des sacrifices, et au bout de 2 ans, voire de 3 ans, vous n'avez aucun concours. Et on vous dit ou vous vous dites tout ça pour rien. Est-ce que ça veut dire que vous avez travaillé dur pour ne pas avoir de concours? Non, c'est absurde. Vous avez travaillé dur pour avoir un concours. Mais vous ne l'avez pas eu. Donc le pour rien, tout ça pour rien, signifie je voulais faire ça pour un but, mais j'ai raté mon but. Donc ça voudrait dire que je parle pour dire quelque chose, mais je rate le but. Je voudrais bien dire quelque chose, mais je dis rien. Et effectivement, parfois des personnes qui font du bavardage, y compris dans une disserte ou dans un résumé, sont persuadées qu'ils disent des choses très intéressantes. Et en fait, non, c'est du bavardage. C'est redondant, c'est creux, c'est vide, ils ne s'en rendent pas compte. Ils parlent pour ne rien dire. Mais leur but, c'était pas de ne rien dire. Leur but, c'était de dire quelque chose. Mais peut-être par difficulté d'expression, par manque de maîtrise du langage, le message n'est pas passé. Donc on voit que ça peut avoir le sens, parler pour ne rien dire, de l'échec. L'échec du langage. Et qui ne tient peut-être pas au langage et à ses potentialités, mais à la personne qui l'utilise. Mal, en l'occurrence. Et puis le rien. Qu'est-ce que ça veut dire rien? Ça peut avoir un sens radical, le néant. Mais dans ce sens-là, est-ce que vraiment on peut parler pour ne rien dire du tout? Prenons parfois les surréalistes, lorsqu'ils écrivaient, ils faisaient de l'écriture automatique ou bien ils composaient des poèmes ou des textes en piochant au hasard dans un dictionnaire ou en faisant des cadavres exquis, chacun écrit un mot et puis on fait une phrase avec tout ça. Il n'y a pas d'intentionnalité de dire quelque chose à la base. C'est l'assemblage des mots qui va produire ou pas du sens. Donc on n'avait pas l'intention de dire quelque chose. Mais on dit quand même quelque chose. C'est-à-dire que même si on croit dire n'importe quoi, le psychanalyste par exemple, il va y avoir du sens. Et le simple fait d'utiliser les mots du langage, ça fait sens.
Ça fait sens. Donc, on ne peut jamais rien dire du tout. On dit toujours quelque chose. On dit peut-être l'inverse de ce qu'on croit dire. Mais on dit toujours quelque chose. On dit peut-être quelque chose de pas intéressant. Mais on dit quelque chose. Donc, on ne peut pas prendre le rien dans son sens absolu de néant. Ça veut dire qu'on va prendre le rien dans un sens relatif. Parler pour ne rien dire de ce qu'on voulait dire. Ou parler pour ne rien dire d'intéressant. Ou pour ne rien dire d'important ou de nouveau. Donc, vous voyez qu'en analysant ces petits mots qui n'avaient l'air de rien, pour rien, on va donner sens au sujet. Donc, il faut vraiment analyser tous les mots. Tous peuvent être importants. Et quand vous avez une citation, on fait comme si on faisait un commentaire de texte. Vous avez une question, on analyse la question. S'il y a un pourquoi, on sait qu'on répondra par un parce que. Si on a un peut-on, on l'analyse dans les différents sens. Si on a un doit-on, on se dit ça peut être le devoir moral ou ça peut être la nécessité physique. Donc, si on dit, par exemple, doit-on manger pour vivre? C'est la nécessité physique. On doit manger pour vivre. Si on dit, doit-on respecter la parole d'autrui? C'est une obligation morale. C'est pas une nécessité. On peut très bien vivre sans respecter la parole d'autrui. Ça se fait souvent, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas le même sens. Le sens de doit-on comme obligation morale ou comme nécessité physique. Donc ça, il faut bien le distinguer. Parfois, la question n'a de sens que dans l'un des deux sens de doit-on ou de peut-on, parfois dans tous les sens. Une fois qu'on a analysé les mots de la question, du sujet, on a développé tout un ensemble de concepts, de définitions, d'interactions entre les termes, et on commence à avoir développé, explicité, d'ailleurs expliquer, explicaré, ça veut dire déplier, une question, une citation qui avait une certaine taille, une certaine dimension, mais tout ce qu'on a développé autour, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et à partir de là, on va se poser la question de la problématique, construire sa problématique. Alors, c'est compliqué, construire une problématique, mais au fond, c'est simple. Parce que pour construire votre problématique, si vous avez une question, la problématique, c'est ça. C'est l'explicitation de la question. Comprendre ce qu'on vous demande exactement. Et développer la question, toutes les potentialités de la question. Si vous avez une citation, ça paraît plus difficile parce que vous avez une citation, c'est une affirmation généralement, c'est pas une question. Il va falloir transformer votre citation en question. Pour ce faire, ce qu'il faut vous demander, c'est à quelle question répond l'auteur dans cette citation. Faites comme si vous aviez affaire à la réponse. Et quand on a affaire à la réponse, on peut deviner la question. Si je vous dis, il est, je ne sais plus quelle heure, il est 15 heures. Si je vous dis il est 15 heures, la question c'est quelle heure est-il? Si je vous dis il fait soleil, la question c'est quel temps fait-il? Donc, à partir de la réponse, vous pouvez déduire la question ou induire la question. Donc, prenez la citation de l'auteur comme si c'était la réponse à une question et retrouvez la question qui est derrière. Et considérez sa citation comme une réponse parmi d'autres. Et vous pouvez avoir, vous, une réponse différente. Et d'autres auteurs peuvent avoir une réponse différente. Et la doxa, l'opinion commune, a probablement une réponse différente. Alors, une fois que vous avez cette question, vous avez votre problématique. Maintenant, il faut faire un plan. Alors, dans la méthodologie, je vous explique ce que doit être un plan, un bon plan, les règles d'or. À ne pas faire, il ne faut pas faire de plan chronologique, il ne faut pas faire une récitation de cours, il ne faut pas faire une partie par ouvrage. Il faut faire un plan qui soit progressif et dynamique, c'est-à-dire qui progresse du plus simple au plus complexe, du plus évident au moins évident, au plus complexe. Donc, ça peut être un plan dialectique, mais pas forcément le plan dialectique caricatural, oui, non. Et alors, la dernière partie, la synthèse, c'est jamais peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. Ça, c'est la réponse de Normand, c'est pas une synthèse. La troisième partie, c'est une synthèse, c'est dépasser l'opposition de la thèse et de l'antithèse. Et on peut très bien exprimer en disant oui, non, eh bien si. Et effectivement, la première réponse évidente, c'est sans réfléchir, ah ben oui, évidemment. Puis en réfléchissant, et ça c'est l'antithèse c'est le temps de la réflexion, ben non, finalement non. Puis troisième temps, le temps de la décision, eh ben si quand même. Thèse, antithèse, synthèse, plutôt que de dire thèse, antithèse, synthèse, ou oui, non, oui, enfin si, je dirais plutôt opinion,
réflexion, décision. L'opinion, la première partie, c'est l'opinion commune, la doxa, ce qui est évident, ce qui est spontané, ce qui est simple, ce qu'on répondrait à une question donnée sans avoir bien réfléchi, ce que répond tout le monde sans réfléchir, l'opinion la plus répandue. Bon. La deuxième partie, c'est déjà plus profond puisque c'est une réflexion. Donc, on va prendre le contre-pied de cette opinion puis se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ne serait-ce que parce qu'elle est irréfléchie. Donc, la deuxième partie, c'est le temps de la réflexion, de l'altérité. Ça peut être dans un dialogue quelqu'un qui nous fait une objection. À supposer évidemment qu'on l'écoute, cette objection, sinon ça ne sert à rien. Donc, on peut se la faire à soi-même, l'objection. C'est le temps de l'antithèse. Et le temps de la synthèse, bien, on voit les failles de l'objection, de l'antithèse. Et on essaye point par point de répondre à cette antithèse, qui n'a pas forcément le dernier mot de l'histoire. Et on prend sa décision. On n'est pas là dans le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, il y a des cas où, il y a des cas où pas. Le il y a des cas où, c'est comme dans Le Père Noël est une ordure, quand Zazette épouse X remplit sa feuille de sécurité sociale, vous travaillez, travail, elle marque ça dépend. Puis évidemment, ça dépend, ça dépasse. Eh bien, ça dépend, c'est pas une réponse. Si en troisième partie, vous dites ça dépend, il y a des cas où, il y a des cas où pas, vous ne prenez pas de décision, vous fuyez, vous êtes lâche. Donc, on vous demande de prendre une décision, de vous engager, et ça, c'est la troisième partie, c'est la synthèse. Donc, un plan en 3 parties, obligatoirement 3 parties. Un plan progressif qui va du simple au complexe et qui soit dynamique et qui ne sort jamais du sujet. Il n'est pas question, au bout de 2 parties, de se dire « bon, je ne sais plus quoi dire, je vais poser un autre sujet, je vais faire une ouverture ». Non, une ouverture en conclusion, ok, on a bouclé la question, mais pas en 3e partie. Chaque partie répond à la question, mais répond à la question prise à un certain niveau. Et étant donné qu'on a analysé le sujet, on s'est aperçu qu'on peut comprendre le sujet à différents niveaux de complexité. Et la première partie, on prend le sujet à un niveau de complexité basique. Puis ensuite, on approfondit. Et donc, on va pouvoir peut-être donner 3 réponses différentes parce qu'on aura pris le sujet à 3 niveaux différents. Donc ça, c'est les règles d'or d'un bon plan. Par rapport à une citation, une règle également que... Enfin, une règle, c'est pas une règle imposée, mais c'est un conseil très très appuyé de ma part. L'auteur de la citation émet une opinion dans cette citation. Il donne, lui, une réponse. Est-ce que vous allez traiter sa réponse en première partie? Certains conseillent de le faire. Pas moi. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la première partie, c'est ce qui est simple, évident, on va dire naïf, l'opinion commune, la doxa. Donc, si vous traitez l'opinion de votre auteur en première partie, vous faites comme si votre auteur était le dernier des imbéciles. C'est-à-dire comme s'il n'avait pas réfléchi à la question et qu'il donnait la réponse que tout le monde donne. Or, c'est rarement le cas. On vous donne en général une citation où l'auteur a réfléchi à la question et où il dit quelque chose d'original. Et s'il dit quelque chose d'original, c'est qu'il dit quelque chose qui prend le contre-pied de ce qui se dit habituellement. Donc moi, je verrais plus l'opinion de l'auteur en 2e partie, c'est-à-dire la partie qui réfléchit. Et en général, une fois que vous avez trouvé cette opinion de l'auteur, vous avez trouvé la question, vous avez trouvé la réponse que donne l'auteur, dites-vous, posez-vous la question, à quelle réponse simpliste, simplette, évidente de la doxa l'auteur s'oppose-t-il? Et là, vous trouvez votre première partie. La réponse que tout le monde donnerait, que le kidam donnerait, que quelqu'un qui n'a pas réfléchi donnerait. Et après, ça vous permet de combattre, de faire votre antithèse contre cette première réponse en présentant les arguments de l'auteur. Alors, soit vous êtes d'accord avec l'auteur et votre 3e partie va développer peut-être davantage ce que dit l'auteur. Peut-être que ce que dit l'auteur, c'est pas simple. Ça peut se développer en 2 temps. 2e partie, 3e partie. Ou bien peut-être que vous pouvez concilier ce que dit la doxa, qui n'est pas si bête que ça. Parfois, il y a un bon sens populaire. Et ce que dit l'auteur. Ou peut-être que vous êtes en désaccord avec l'auteur. Et à ce moment-là, vous allez revenir à une position qui était peut-être l'opinion de la doxa, mais cette fois-ci, ça va être réfléchi, parce que vous avez tenu compte des arguments de l'auteur et vous y avez répondu pour défendre peut-être cette position naïve au départ de la doxa, mais qui péchait non pas forcément par son contenu, mais par sa forme qui était irréfléchie. Donc, il vous appartient de savoir comment vous terminez sur votre 3e partie, dans le sens de l'auteur, en abondant dans son sens ou dans votre sens à vous.
C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il ne faut pas revenir à quelque chose de simpliste. Si vous êtes contre l'auteur, il va falloir dégager du lourd, des arguments. Hein, si vous ne vous sentez pas de taille, ne vous mesurez pas à l'auteur si c'est pour dire des banalités. Hein, les banalités, ok, mais en première partie. Voilà pour le plan. Et une fois qu'on a trouvé ces 3 grandes parties de plan, ce que je vous conseille, avant même avant la rédaction, bien sûr, avant même de faire un plan détaillé, je vous conseille de prendre une feuille de brouillon par partie, par grande partie, et de chercher vos matériaux dedans. Et quand arrive un matériel, une idée, un exemple, un argument, une citation, peut-être que vous êtes en train de travailler votre première partie, puis vous dites, non, cette citation, elle ne va pas dans ma première partie. Par contre, elle irait bien dans la deuxième ou dans la troisième. Je ne la rejette pas. On ne sait jamais, elle risquerait de parvenir vexée. Mais je la mets dans ma deuxième feuille ou ma troisième feuille. Et évidemment que l'idéal, c'est de chercher dans ses connaissances, ses citations, ses idées, ses exemples, tout ce qui va dans la première partie, puis tout ce qui va dans la deuxième, puis tout ce qui va dans la troisième. Mais parfois, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Une idée en appelle une autre, qui ne va pas dans la première partie ou dans la deuxième, mais dans la troisième, et ainsi de suite. Donc, en ayant déjà vos trois feuilles de prêtes, ça vous permet de ne rien perdre, de ne rien laisser perdre et de gagner du temps. Quand vous avez fini de remplir ces 3 pages, qui peuvent être d'ailleurs 6 pages, hein, il peut y avoir 2 pages par partie, je vous conseille de les écrire que d'une face. Hein, c'est plus facile ensuite quand on rédige d'avoir étalé sous sa table, qui est généralement pas très grande, mais d'avoir étalé ses feuilles et on barre au fur et à mesure ce qu'on a utilisé, plutôt que de retourner sans arrêt les feuilles. Ensuite, on fait le plan détaillé. Et le plan détaillé, c'est ce que je vous demanderai dans 15 jours. Le plan détaillé, c'est des grandes parties, des sous-parties, des sous-sous-parties, des citations, des références, des exemples, sans rédiger, hein, de façon un peu en style télégraphique. Mais quand même, lorsque je vous demande un exercice plan, introduction rédigée, plan détaillé, je vous demande quand même que le plan, il soit propre, il soit lisible, parce que moi, je dois voir s'il tient la route. Par contre, quand vous le faites pour vous, vous n'avez pas le temps, en temps limité, de faire un joli petit plan avec des grands titres soulignés, etc. Vous travaillez sur vos feuilles de brouillon, vous avez mobilisé les matériaux, et vous réorganisez. Vous dites, ça, tiens, ça va aller dans mon grand A, puis ça aussi. Et puis ça, par contre, ça ira dans le grand B, puis ça aussi. Et vous organisez comme ça vos sous-parties. Et après, quand vous rédigez, vous avez vos feuilles sous les yeux et vous vous assurez que vous allez bien dans l'ordre. Hein. Je rédige ce que j'avais mis dans mon grand A. Peut-être qu'il va me venir une idée de plus, tant mieux. Je développe et puis ensuite je barre et puis je développe ce qui est dans mon grand B et ainsi de suite. Et quand j'ai fini une page, je la mets par terre et je continue le reste. Donc c'est la meilleure façon de ne pas se perdre, de ne pas perdre du temps et d'être efficace. L'introduction rédigée au brouillon, ça je vous l'ai dit, c'est important. Il y a 5 exigences d'une bonne introduction. D'abord, ce qu'on peut appeler l'entonnoir, c'est-à-dire partir du général pour aller au particulier. Le général, c'est le thème, ça peut être donc l'enfance en général. Et petit à petit, progressivement, on va orienter vers le sujet particulier. Si par exemple, c'est l'enfance et l'éducation, petit à petit, on va parler de l'éducation jusqu'à présenter le sujet particulier qu'on a à traiter. L'entonnoir, du général au particulier, évidemment, il est valable à condition qu'on ne le mette pas à côté de la bouteille. Si on le met à côté du goulot de la bouteille, ça donne l'impression de sauter du coq à l'âne. Donc, il faut bien qu'il soit dans le goulot de la bouteille pour que ça permette de faire rentrer dans votre problématique le sujet. Donc, première exigence, donc c'est l'accroche, on appelle ça parfois l'accroche, l'entonnoir, comme vous voulez. Deuxième exigence, citer le sujet, que ce soit une question. Alors, une question, on ne la cite pas entre guillemets, mais on la cite intégralement. Une citation, on la met entre guillemets avec le nom de l'auteur, bien évidemment, mais on la cite intégralement, même si elle est longue. Et ça, c'est impératif. Hein. Si vous ne citez pas le sujet, c'est pénalisant. Ensuite, l'analyse du sujet. Alors, vous n'allez pas peut-être récupérer tout ce que vous avez mobilisé dans l'analyse au brouillon, mais une grande partie. Et en tout cas, ce qui vous a permis de construire votre problématique. Donc, vous analysez les termes du sujet. Et ça, c'est très important et c'est souvent ce qui manque dans les introductions et ce qui est là aussi très pénalisant. Parce qu'on ne comprend pas ensuite comment vous balancez votre problématique. Vous balancez le sujet, puis après, on va se poser telle question. Et comment on est allé de la citation à la question, ça, on a loupé un épisode. C'est comme si en maths, vous ne mettez pas votre raisonnement, vous mettez directement la solution au problème. Ensuite, présentation de la problématique, de façon très explicite. Donc, reformulation de la question, si c'est une question. Découverte de la question, enfin formulation de la question à laquelle la citation répond. Par contre, attention, reformulation de la question
ça peut être dangereux comme expression. Parce que si on vous dit, par exemple, peut-on parler pour ne rien dire, et que vous reformulez en disant, est-il possible de s'exprimer sans dire quelque chose d'intéressant? Ben là déjà, vous interprétez le sujet et vous le limitez. Et votre reformulation est réductrice. Donc, la problématique, surtout si on a affaire déjà à une question, c'est pas reformuler la question en mettant des synonymes à la place, parce qu'il n'y a pas deux synonymes qui disent la même chose, mais c'est, par exemple, pour ce sujet, peut-on, donc nous réfléchirons sur, sur la possibilité, et non pas sur le droit, qui ici n'aurait pas de sens, sur la possibilité de s'exprimer en utilisant la parole, c'est-à-dire un outil linguistique qui utilise des signes, tout en ne signifiant pas, c'est-à-dire tout en n'exprimant pas une idée ou en n'exprimant pas l'idée qu'on voudrait exprimer, donnant ici au mot rien un sens soit absolu, soit relatif. Donc forcément c'est long. Bon, là j'improvise, bon ça serait peut-être un peu plus condensé, hein, parce que là je parle à l'oral, c'est pas... Mais il ne faut pas hésiter à ce que ce soit long, si c'est la reformulation d'une question. Mais vraiment, si le mot il a plusieurs sens, on ne va pas lui donner un synonyme qui ne serait synonyme que d'un des sens. Donc il faut surtout faire attention que votre problématique ne soit pas réductrice et ne traite pas qu'un des aspects de la question.